Après avoir partagé une vidéo dans laquelle je faisais un classement de mes films favoris, une personne parmi mes contacts Facebook, Maria pour ne pas la nommer, Maria m'a demandé de dresser ma liste de mes plus grands romans, et elle-même de partager sur le champ la sienne. La Bible, l'Iliade et l'Odyssée, la Comédie humaine, Madame Bovary, etc. En dressant la liste de mes romans favoris, j'ai été surpris de constater que, de tous les romans que j'ai lus et aimés, seuls 5 me sont vraiment indispensables. Et que nombre d'auteurs que je compte pourtant parmi mes favoris, Joseph Conrad, George Orwell, Marguerite Yourcenar, Philippe Roth, Milan Kundera, Flaubert, non seulement n'y figurent pas, mais je n'ai pas ressenti le besoin de faire de mon top 5 un top 10 ou un top 20, ne serait-ce que pour les y ajouter. Alors encore quelques mots avant de commencer. De toute évidence, cette liste ne reflète mes préférences que par rapport à des livres lus. Et Dieu sait si ma sélection pourrait être bouleversée par le réservoir infini de ceux que je n'ai pas encore lus, mais que je lirai à l'avenir, sans oublier ceux que je ne lirai jamais malheureusement. Cette liste est aussi purement subjective, c'est évident, et enfin, seuls les 2 premiers livres sont à mes yeux solidement ancrés à leur classement. Les autres sont en termes de numéro 3, 4 ou 5, tout à fait interchangeables. Tout passe, de Vassili Grossman. Après la mort de Staline, Ivan Grigorievitch revient du Goulag et retourne dans sa ville. Là, il va retrouver ceux qui ont été autrefois les siens. Tous ont continué sans lui, en composant avec le système soviétique. Certains ont même collaboré en trahissant, en dénonçant. En homme brisé, Ivan Grigorievitch va ainsi tenter de réapprendre à vivre en retrouvant une place parmi les hommes. Vassili Grossman écrit Tout passe après la confiscation du manuscrit de Vie et Destin par le KGB en 1960. C'est son testament littéraire et politique. C'est un livre court, mais bouleversant, où chaque mot sonne juste, et qui combine, comme peu d'autres, l'émotion et la réflexion. C'est aussi un merveilleux exemple de ce que la littérature peut apporter de recul et de perspective sur le monde et les êtres par un éclairage intérieur. Tel individu est un monstre et une ordure, oui, mais c'est aussi un homme. Si certains romans vous distraient, vous font rêver, ou vous éduquent, Tout passe vous fait passer dans le pire de l'humanité, dans son atrocité, tout en renouvelant à chaque chapitre sa foi en elle. La trilogie Auguste le Marin de Knut Hamsun. Edvard décide de quitter son petit village de pêche du nord de la Norvège pour partir courir le monde avec Auguste, un voyageur hâbleur, roublard et bon vivant. Tous deux sont aiguillonnés par le même désir de liberté à une époque où la misère pousse une grande partie de la Norvège vers l'Amérique, avec ses rêves de prospérité et d'une vie meilleure. Ils vivront 1000 aventures, mais n'iront pas très loin. Dans la suite de la trilogie, Auguste devient le principal protagoniste qui bouleverse la vie du petit village en y introduisant de nouveaux modes de production, jusqu'à ce que le voile se lève peu à peu sur cet homme de partout, de nulle part et d'ailleurs. Le merveilleux de cette trilogie d'Auguste, composée de 3 tomes, Vagabond, Auguste le Marin et Mais la vie continue, tient dans ce sentiment du dépaysement et du voyage, dans un espace en réalité extrêmement restreint. On suit ceux qui rêvent de partir, mais n'y arrivent pas. On écoute ceux qui ont décidé de revenir, regrettent de l'avoir fait, mais hésitent de partir à nouveau. On accompagne les personnages dans leurs difficultés à vivre, à survivre par temps de misère, à se faire accepter, à composer avec les membres d'une communauté tellement petite que malgré les dissensions, chacun y occupe une place, comme les membres d'une famille à part entière. C'est un monde minuscule au bord du grand monde, et progressivement rattrapé par lui. Tout y est pittoresque, humain et touchant. Une merveille. La Divine Comédie de Dante. Celui-là occupe une place particulière dans mon cœur. Dante se retrouve un jour dans une forêt, obscure, qui lui est étrangère. Cerné de danger, il ne devra de retrouver la voie droite, entre guillemets, et le salut, que grâce à l'aide de Virgile, qui le guidera à travers les cercles de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Alors j'ai découvert la Divine Comédie vers l'âge de 7 ou 8 ans, dans l'encyclopédie illustrée de mon frère. Alors je ne comprenais pas grand-chose au texte, bien sûr, mais les illustrations et la géographie de la Divine Comédie étaient fascinantes. J'ai ensuite découvert les illustrations de Gustave Doré, plus extraordinaires encore. Tous ces corps plongés dans le feu, ou imbibés de lumière, tous ces tourments absurdes, mais qui semblaient exprimer une vérité plus profonde.
fascinant. Cela a été la clé de ma lecture de la Divine Comédie bien plus tard, lorsque j'ai eu 20 ans. Ce long poème de 100 chants est une œuvre extraordinairement visuelle, qui évoque autant la peinture, le théâtre que la littérature. Ces références médiévales nous sont aujourd'hui étrangères, ce qui peut rendre le texte plus difficile au premier abord. Mais sa mise en scène est très moderne. Anna Karénine de Léon Tolstoï. Anna est mariée à Alexis Karénine, un homme qu'elle respecte mais qu'elle n'aime pas, et dont elle a eu un enfant. Elle vit une vie ordinaire de femme respectable du monde quand, un jour, où elle se rend chez son frère à Moscou, elle croise le comte Vronsky dont elle tombe passionnément amoureuse. En s'abandonnant finalement à son amour pour Vronsky, toute la vie d'Anna se trouvera bouleversée. Alors, que dire d'Anna Karénine sinon que c'est la perfection. Et parce que la perfection n'est pas de ce monde, on en referme le livre en se demandant comment un roman comme celui-là peut exister. La grâce est partout dans ses pages, dans ses personnages, dans ses situations. L'histoire est banale, mais tout est vivant et mémorable. C'est d'autant plus bluffant que Anna Karénine se lit très facilement. Malgré la maestria du texte, malgré sa réputation de classique, la hauteur de Tolstoï, le livre est parfaitement accessible et très facile à lire, et n'offre aucune des difficultés qu'on attribue volontiers aux classiques de la littérature. Même pas celui de la longueur, et ce malgré ses 1000 pages, selon les éditions, car les amours d'Anna se lisent comme un grand récit d'aventure avec ces héros qu'on apprend à aimer et qu'on ne veut plus jamais quitter ensuite. Formidable. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Définitivement mon numéro 1, le livre que j'emporterai sur une île déserte, ou celui tout simplement que je refuserais de brûler, même si je devais brûler tous les livres de ma bibliothèque pour me chauffer en hiver. Alors, À la recherche du temps perdu raconte la vie d'un individu qui souhaite devenir écrivain et n'y parvient que dans les dernières pages lorsqu'il se décide à raconter sa vie. Alors l'idée de base de la recherche est le plus simple et le plus compliqué à résumer tout à la fois. Il tiendrait sur un ticket de métro, mais des millions de pages lui ont été depuis consacrées sans jamais en épuiser le mystère. C'est la généalogie narrée de la rencontre d'une existence et d'une vocation, une exploration à travers les années, les âges, les milieux, les personnages, les événements, et leur transformation entre le début et la fin du roman, le début d'une vie et son aboutissement. Le livre aurait pu s'appeler De Profundis. Proust raconte, explore et médite sur un monde et ses habitants engloutis, le sien, qu'il ramène des profondeurs juste avant de mourir pour nous parler indirectement de nous-mêmes et du monde qui est le nôtre. Comme Dante, avec la Divine Comédie, Proust voyage entre les strates et les cercles d'un immense ensemble romanesque dans lesquels tous les thèmes sont abordés. La vie, la mort, l'amour, la haine, la sexualité, la guerre, le pouvoir, les arts, le talent. D'où, pendant la lecture, le sentiment d'une conversation ininterrompue avec l'auteur. Comme pour la Divine Comédie, la recherche est inépuisable, trop immense pour être embrassée dans sa totalité. C'est un continent sous-marin, certains parlent d'une cathédrale et de sa multitude de chapelles, une cathédrale ensevelie alors, dont chaque relecture correspond à une nouvelle exploration, et avec elle, la découverte d'une petite partie supplémentaire d'un gigantesque trésor.